Bonjour, je vous propose d'explorer la 4e carte mentale du chapitre sur la physiologie respiratoire, carte qui porte sur les échanges gazeux. Voici la carte en question. Comme je viens de vous le dire, nous nous intéressons donc aux échanges gazeux et nous allons commencer par présenter quelques lois de comportement des gaz. Nous commençons par la loi de Dalton qui nous renseigne sur ce qu'il se passe quand il y a plusieurs gaz présents dans un mélange, comment ils se comportent les uns avec les autres. Alors leur comportement est assez simple puisque dans un mélange de gaz, chaque gaz va se comporter comme s'il était seul. Ça veut dire que si on s'intéresse à la pression qu'un gaz va exercer, peu importe la nature des autres gaz, la pression partielle de ce gaz, c'est comme ça qu'on va appeler la pression d'un gaz donné dans un mélange, sa pression partielle va se trouver en multipliant donc le pourcentage de gaz qui est présent dans le mélange par la pression totale du mélange. On peut prendre l'exemple pour le dioxygène de l'atmosphère. La pression partielle en dioxygène dans l'atmosphère est la suivante. Il y a 20,9% de dioxygène dans l'atmosphère et la pression totale de l'atmosphère est de 760 mm de mercure. On trouve donc une pression partielle en dioxygène qui est de 158,8 mm de mercure. Alors, si on connaît les pressions partielles de tous les gaz qui constituent l'atmosphère, eh bien, on va trouver la pression totale de l'air atmosphérique en additionnant toutes les pressions partielles des différents gaz qui constituent l'air atmosphérique. Intéressons-nous maintenant à la loi de diffusion de Fick. Déjà, j'ai renoté ce rappel, c'est un point que nous avions évoqué plus tôt, à savoir que les échanges de gaz entre deux milieux vont se faire de façon passive. En fait, les gaz vont diffuser selon ce que l'on appelle leur gradient de pression partielle. C'est-à-dire qu'un gaz va se déplacer du milieu où sa pression partielle est la plus élevée vers le milieu où sa pression partielle est la plus faible. Et le déplacement de ce gaz sera d'autant plus rapide, la vitesse sera d'autant plus grande que le gradient de pression sera élevé. Alors, bien évidemment, on l'a dit précédemment, chaque gaz se comporte comme il était seul, c'est toujours valable, peu importe si on s'intéresse à la manière dont un gaz va être échangé entre deux milieux, peu importe la composition en gaz des différents milieux, puisque chaque gaz se comporte comme s'il était seul. Alors, la loi de diffusion de Fick nous renseigne sur la vitesse, grand V, de diffusion d'un gaz qui va se faire à travers une paroi. Cette vitesse de diffusion, elle est proportionnelle à plusieurs paramètres. Premièrement, le premier critère qu'on peut évoquer, c'est la différence de pression partielle. C'est ce qu'on notera delta P. On va retrouver ici la formule qu'on relira ensuite. Donc, elle est proportionnelle, cette vitesse de diffusion d'un gaz est proportionnelle à la différence de pression partielle qui existe dans les deux compartiments, donc de part et d'autre de la paroi. La différence de pression partielle, c'est le delta P. Ça va aussi être proportionnel à la surface grand S de la paroi. Ça va également être proportionnel au coefficient de diffusion d'un gaz. Je n'ai pas noté les coefficients de diffusion, mais on pourra retenir que le coefficient de diffusion du CO2 est beaucoup plus important que celui du dioxygène. Il est 24 fois plus important. Et d'autre part, cette vitesse de diffusion d'un gaz à travers une paroi se fait de façon inversement proportionnelle à l'épaisseur E de la paroi. Donc on retrouve cette formule qui est exprimée ici. La vitesse donc, de diffusion, ça correspond ici à grand D, donc le coefficient de diffusion, grand S, la surface de la paroi, le delta P, c'est la différence de pression partielle. Donc cette vitesse dépend directement de ces paramètres. Plus est proportionnel à ces paramètres, plus le coefficient de diffusion est grand, plus la vitesse sera grande, plus la surface est grande, plus la vitesse sera grande, plus le delta P est grand, plus la vitesse de diffusion sera grande. Par contre, la vitesse de diffusion est inversement proportionnelle à E qui est l'épaisseur de la paroi. Plus la paroi à travers laquelle les gaz diffusent est épaisse, et plus la vitesse de diffusion sera réduite.
Autre loi que nous évoquons, c'est la loi de Henry. La loi de Henry, elle concerne la solubilité des gaz. En effet, si on considère par exemple un verre d'eau, donc on a un liquide qui est de l'eau dans le verre, et autour du verre, on a de l'air atmosphérique. Eh bien, l'air atmosphérique va pouvoir se dissoudre dans l'eau du verre. Et on sait que la quantité d'un gaz qui va se dissoudre dans un liquide, elle est proportionnelle à deux paramètres qui sont la pression partielle du gaz et puis le coefficient de solubilité du gaz. Ça veut dire que finalement, dans ce verre d'eau, il y a des molécules d'air qui sont autour, qui vont sans cesse plonger dans l'eau, mais également en ressortir. À partir du moment où on a une pression qui est constante, il y a autant de molécules d'air qui entrent que de molécules d'air qui sortent. Par contre, si la pression atmosphérique change, si elle augmente ou si elle diminue, on va avoir momentanément un déséquilibre jusqu'à retrouver un équilibre. Ça veut dire qu'à un moment donné, il peut y avoir plus de molécules d'air qui plongent dans l'eau que de molécules d'air qui en sortent, ou inversement. Toujours est-il que dès qu'on a donc une pression qui change, eh bien, le gaz va mettre un peu de temps, un certain temps, à entrer ou sortir du liquide. Soit il y en a plus qui entre, moins qui sort, ou inversement. Mais en tout cas, après un certain temps, on va avoir équilibre. Il y aura autant de molécules d'air, donc de gaz, qui vont entrer dans le liquide que de molécules qui vont sortir. On dira qu'on est à l'équilibre, plus exactement, on dira que le liquide est à saturation. Nous avions évoqué plusieurs cas de figure dans lesquels la pression de l'environnement va changer. C'est ce qui se passe quand il y a une plongée, ce qui peut donner lieu à des accidents biochimiques ou à des accidents biophysiques. Nous avons vu que ça va se produire également en altitude et également quand on est placé dans un caisson pressurisé, par exemple, donc ce qu'on appelle aussi un caisson hyperbare, quand on fait par exemple de l'oxygénothérapie hyperbare. D'autre part, on avait également souligné le fait que l'air plonge finalement dans ce verre d'eau fait qu'il y a des molécules gazeuses qui sont présentes dans l'eau. Ça veut dire qu'il y a un peu de gaz dissous. On peut parler de pression partielle pour le gaz dissous, c'est le terme qu'on utilisera, mais en physique, on va utiliser un autre terme qui est le terme de tension. Donc, pression partielle pour le gaz dissous, c'est ce qui est appelé tension en physique, mais on parlera plus spécifiquement dans le cours de pression partielle. Alors maintenant qu'on a évoqué ces lois de comportement des gaz, on peut revenir sur la façon dont les échanges gazeux se font au niveau des poumons, donc via la respiration externe, et au niveau des tissus via la respiration interne. On garde bien sûr en tête le fait que les gaz se comportent toujours comme s'ils étaient seuls, et que la manière dont ils vont diffuser va être complètement indépendante de la présence d'autres gaz. Autrement dit, le dioxygène va diffuser en fonction de lui-même et il ne va pas du tout être perturbé par la présence du CO2. Et c'est pareil pour le CO2 qui va diffuser en fonction de lui-même et qui ne va pas se préoccuper du dioxygène. Si on s'intéresse à la respiration donc externe pour commencer, on peut se pencher sur les pressions partielles qui existent dans le compartiment alvéolaire, c'est-à-dire dans l'air alvéolaire, et à la pression partielle, ce qu'on devrait appeler la tension en dioxygène, dans le sang des capillaires sanguins qui se trouvent au niveau des alvéoles, c'est-à-dire les capillaires alvéolaires. Il se trouve que la pression partielle en dioxygène est plus importante dans l'air alvéolaire que dans des capillaires alvéolaires. Or, on a dit qu'un gaz diffuse toujours du milieu le plus concentré, où sa pression est la plus grande, vers le milieu où sa pression est la moins grande. Donc, le dioxygène va, au niveau ici de cette barrière entre l'alvéole et le sang, va diffuser depuis l'air alvéolaire vers les capillaires alvéolaires. Ça veut dire que le sang va tout simplement s'oxygéner.
Ensuite, si on s'intéresse aux pressions partielles, non plus en dioxygène, mais en dioxyde de carbone, au niveau donc des alvéoles, c'est-à-dire les différences de pression partielle qui existent entre l'air alvéolaire et puis le sang des capillaires alvéolaires, on voit que la pression partielle en CO2 est plus importante dans les capillaires alvéolaires qu'au niveau de l'air alvéolaire, si bien que le CO2 va diffuser depuis les capillaires alvéolaires vers l'air alvéolaire. Si on se penche maintenant sur la respiration interne, on constate que la pression partielle en dioxygène dans les tissus est inférieure à la pression partielle en dioxygène dans les capillaires tissulaires. Ça veut donc dire que le dioxygène va diffuser depuis les capillaires tissulaires vers les tissus, qui vont donc récupérer du dioxygène et pouvoir l'utiliser. Et d'autre part, la pression partielle en dioxyde de carbone dans les tissus est, elle, supérieure à la pression partielle en dioxyde de carbone qui existe dans les capillaires tissulaires, si bien que le CO2 va diffuser depuis les tissus vers les capillaires tissulaires. Donc les tissus vont pouvoir éliminer le CO2 produit en direction du sang. Et nous avons terminé de commenter cette carte, cette branche sur les échanges gazeux.